Je vous le disais, focus aujourd'hui dans notre talk sur les EdTech, les technologies de l'éducation. Elles ont le vent dans le dos depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire a en effet accéléré l'utilisation des outils numériques, notamment dans l'éducation. Pourtant, la vraie transformation numérique au sein des écoles françaises peine, elle, à prendre forme. L'occasion aujourd'hui d'en parler avec nos deux experts. Bonjour à tous les deux. Marie-Caroline Missire, directrice générale du réseau Canopé, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Bertrand de la Ville-Georges, président-directeur général des éditions Jocatop, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre avec nous aujourd'hui. Première question peut-être, Marie-Caroline Missire. Sommes-nous à un tournant, selon vous, dans l'utilisation du numérique à l'école aujourd'hui ? Absolument. Je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Ouais. Il y a une étude qui est sortie tout récemment au ministère de l'Éducation nationale qui à la fois a interrogé les enseignants en sortie de crise. On est encore dans la crise, mais en tout cas, oui, les pratiques ont vraiment changé puisqu'ils sont plus de 80% à considérer que la crise les a complètement acculturés au numérique. Et dans les mêmes proportions, ils trouvent que ces outils numériques leur permettent de développer l'innovation dans la classe. Donc ce sont des marqueurs très intéressants et qui contrebalancent un peu ce que vous avez dit en introduction, qui est aussi juste, cette impression que ça ne décolle pas, que la France n'arrive pas à prendre ce tournant numérique. Donc il y a des marqueurs, il y a des choses très intéressantes qui se passent sur le terrain. On est vraiment à un moment clé dont il faut se saisir et c'est ce qu'on fait au ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'ils le disent dans cette étude, s'ils posaient cette question. Ils ont été presque forcés, en tout cas, de prendre en main ces outils numériques. Est-ce qu'ils se sont sentis un peu délaissés, peut-être, dans la manière de les appréhender ? Alors cette crise est extrêmement brutale pour nous tous, encore plus pour les enseignants qui ont dû, du jour au lendemain, réinventer leurs pratiques, réinventer leur façon d'enseigner, retisser le lien avec leurs élèves. Et donc c'est là que l'outil numérique arrive. C'est pas simplement un outil qui permet, avec la visioconférence par exemple, de retrouver cette présence avec sa classe. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Oui, il y a eu cette sidération, il y a eu cette obligation d'y aller, mais il y a eu aussi cette découverte très intéressante d'outils qui permettent non seulement la relation, mais qui permettent aussi d'aller chercher des élèves qui vont être moins participatifs quand on est dans une configuration de classe classique, des élèves en difficulté, d'adapter sa pédagogie, d'individualiser. Et c'est là, effectivement, que la EdTech peut être extrêmement intéressante, non seulement avec son côté technique, mais aussi avec toute l'innovation qu'elle apporte et le changement des pratiques. Et c'est ça qu'il faut accompagner. C'est pour ça que la formation, c'est ce qu'on fait nous à Réseau Canopé, est absolument essentielle pour tisser ce pont entre la EdTech, le ministère de l'Éducation nationale. S'il n'y a pas de formation, il n'y aura pas de changement des usages. Et c'est vraiment le pari qu'on fait à Réseau Canopé. Il faudra en effet plus de formation des enseignants. Bertrand de la Ville-Georges, diriez-vous qu'il y a un décalage ? Donc on disait, ces professeurs qui ont été un peu obligés en tout cas de s'adapter à ces outils numériques. Les très jeunes, même très très jeunes, eux ont déjà les codes du digital de plus en plus tôt. Diriez-vous qu'il y a donc un décalage entre les pratiques de ces très jeunes et l'application qui est faite, en tout cas pour l'instant, dans les écoles de ces outils numériques ? Alors, déjà, je vais vous parler que du primaire. Ouais. Parce que on est... On peut être très jeune au primaire. On commence le primaire à 6 ans. Oui, exactement. Donc, moi, je pense qu'il y a eu, en effet, un vrai virage avec le Covid. Mais le ministère avait déjà lancé beaucoup de plans d'équipement. Et je m'en rends compte en allant sur le terrain, quand on va dans les écoles. Il y a beaucoup d'équipements matériels et je pense qu'on est à un virage au niveau de l'équipement en ressources maintenant. Quand je dis ressources, c'est la partie logicielle. Oui. Ce sont les outils, donc la partie EdTech. Juste à titre indicatif, notre chiffre d'affaires sur la partie logicielle, sur le premier semestre, sur la partie numérique uniquement, a bondi de 90%. Donc, je pense que c'est un chiffre, c'est très terrain. Là, en fait, je suis sur... on a 45 commerciaux dans toute la France, ils vont voir des écoles tous les jours. Donc, ça veut dire que là, il y a de la demande. Et oui, le virage est en train d'être pris, moi, j'en suis convaincu. Alors, il y a les enfants et puis les enseignants. Alors, je rajouterais que l'enfant, il est aussi très moteur sur la partie numérique. C'est-à-dire qu'un enfant, une tablette ou un PC, c'est plus un ami. C'est-à-dire qu'il se sent à l'aise. C'est pas comme les parents. Alors que pour le professeur ou les parents, ce serait plutôt un ennemi, c'est ça ? Je dirais pas ennemi, non, parce que c'est un accompagnement permanent. Mais si on approche la pédagogie avec cet outil numérique, l'enfant y est
assez favorable. Alors bien sûr, je pense qu'il faut faire attention au temps d'écran. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Et ça fait partie des travaux qu'on fait chez Jocatop notamment, avec des applications qui s'arrêtent à certains moments. Parce que je parle aussi du parascolaire, c'est-à-dire que des applications qu'on propose pour les parents aussi, et bien sûr pour les enseignants. Marie-Caroline Missière, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qui est de dire donc que presque les écoles, en tout cas c'est ce que vous nous dites sur le terrain, elles les ont, ces ressources, elles ont accès à ces tablettes, etc. Elles n'ont pas encore accès au logiciel. Vous êtes d'accord avec ce constat-là ? C'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Il y a déjà le mot équipement. C'est vrai qu'on a eu des plans équipements successifs et cette image désastreuse d'équipements, de tablettes, d'ordinateurs qui restent dans les cartons et qui ne sont pas utilisés en classe. D'où l'importance de la formation, comme je le rappelais. Sinon, ça ne marche pas. Et il y a aussi ce sujet très vif dans la tête des parents, le temps d'écran. Et donc cette dualité, si vous voulez, à la fois un monde complètement numérique qui réinvente nos façons d'échanger, qui réinvente nos économies, c'est d'ailleurs le thème de votre émission, et puis cette défiance vis-à-vis de l'usage des écrans. Et c'est pour ça, à mon avis, que si l'école reste à l'écart de ces pratiques numériques, nos enfants seront abandonnés au bruit des réseaux sociaux, à des usages très limités du numérique. Il faut à la fois qu'ils comprennent la culture numérique, qu'ils la dominent. Ce sont les humanités numériques qui ont été réintroduites dans la réforme du lycée, par exemple. Et il faut aussi que les enseignants s'en saisissent pour que ces outils numériques ne restent pas à la périphérie de l'école sans usage intelligent, sans usage pédagogique. Et donc je pense que ça, c'est un enjeu crucial. Et puis tournant aussi, et c'est ce que vous avez dit, parce que très bien, il y a un usage des tech qui va monter en puissance, des investissements qui se développent, mais cette crise oblige aussi ce secteur à monter en puissance et à monter en qualité. Parce que l'équation selon laquelle on apprendrait mieux avec le numérique, aucune étude de recherche très sérieuse, documentée, ne la prouve. Il y a même des études inverses. Donc il y a cette complémentarité entre professeurs, la recherche, l'éducation nationale, la filière EdTech, qu'il faut réussir à emmener pour rassurer les parents, convaincre les enseignants et permettre aux enfants de s'acculturer pleinement au numérique et de le dominer d'une certaine façon. Et pour que ce ne soit pas laissé à une toute petite partie de la population de privilégiés qui savent coder, qui comprennent très bien leur numérique et qui, moi ça m'a toujours frappé, qui laissent leur portable éteint la plupart du temps. Voilà. Il y a aussi cette capacité à ne pas dépendre de ces outils et c'est notre responsabilité. Ça, on en parlera peut-être, comment être sûr qu'elle ne favorise pas les inégalités parce que la fracture numérique est encore là en France dans certains endroits. Bertrand de la Villegeorges, je crois que vous vouliez réagir. Je voulais juste aussi préciser, dans la partie des ressources numériques, on a le côté application sur tablette ou sur fond de classe. Vous voyez, les outils fond de classe pour des exerciceurs, voilà, ça c'est un type d'application. Et puis on a aussi, chez Jocatop, développé des leçons numériques. Et là, la leçon numérique, elle est au service de l'enseignant. Et c'est une demande assez forte, c'est-à-dire que grâce aux tableaux numériques interactifs qui sont maintenant beaucoup dans les écoles, l'enseignant peut projeter sa leçon qui est enrichie de beaucoup d'éléments. Je me souviens d'une séance où j'étais allé dans une classe sur une leçon d'histoire sur la Grande Guerre. Donc le professeur déroulait cette leçon et il y avait des films de l'INA, par exemple. Là, le public, les enfants étaient passionnés. Donc on sent que c'est aussi une approche quand même très bonne pour l'enseignement. Voilà, ça aide l'enseignant dans sa démarche. C'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, Marie-Caroline Missière. Il y a un vrai intérêt du numérique dans l'apprentissage. Il n'y a pas que ça, il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais il y a un vrai intérêt pour l'enfant, pour la motivation, pour le plaisir d'apprendre. Dites-nous, on a envie de savoir les éléments qui, en effet, qu'est-ce qu'apporte vraiment le numérique à l'apprentissage ? Alors déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut s'adapter à la pratique du professeur. Le numérique ne peut pas être plaqué sur une classe comme ça. Les ressources pédagogiques sur étagère, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, encore une fois, voilà, faire ce lien, c'est former aux usages pédagogiques du numérique. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que vous avez une variété d'outils qui vont des outils pour recréer le lien, comme je disais tout à l'heure, à des outils pour suivre vraiment finement la progression de chaque élève. C'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. Et donc ça, ce sont des outils nouveaux qui répondent à une des préoccupations majeures des professeurs aujourd'hui, qui est de dire comment faire face à l'hétérogénéité des élèves dans une classe.
Comment je fais pour adapter mon enseignement quand j'ai des élèves qui n'en sont pas au même point. Et c'est là que le numérique permet aussi, sans citer un outil ou un autre, un suivi plus adapté. On est aussi très intéressé dans les développements qu'on suit par des outils aussi qui permettent de mémoriser un petit peu différemment. Par exemple, à travers des chansons, des outils qui permettent de réinventer la relation avec le parent, d'ouvrir la classe aussi et la communauté éducative. Donc vous avez une variété d'usages, mais attention à ne pas plaquer un outil. Il faut que l'enseignant ça s'adapte vraiment à son besoin et à sa classe et au profil d'élève qu'il a. Parce qu'on le disait tout à l'heure, l'écosystème des EdTech aujourd'hui est florissant. Beaucoup d'outils sont proposés, en tout cas beaucoup d'outils différents. Vous en avez cité quelques-uns. Les vidéos, les MOOC, les applications, les algorithmes. Enfin voilà, beaucoup de choses sont... L'offre est là en tout cas. Il faudra aussi peut-être apprendre, vous êtes d'accord avec ça, Bertrand de la Ville-Georges, aux professeurs à faire le tri parce que l'offre est là. L'offre est multiple. Comment dire aux professeurs, bah voilà, aujourd'hui, il faudrait plus que vous utilisiez ça. Il va falloir faire le tri dans cette offre florissante. Je suis pour ma paroisse, donc je vais dire prenez Jocatop, il n'y a pas de sujet. Non, je pense que il va y avoir cet enjeu-là aussi. Oui. Quel outil utiliser ? Je pense que la base d'un bon outil, c'est déjà le contenu pédagogique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des auteurs, et les auteurs doivent être des enseignants. Donc à partir de là, on va avoir le contenu. Après, on vient greffer la partie applicative, donc l'ergonomie, la partie développement logiciel, la simplicité. Et là, on peut faire un bon produit. Donc oui, ce sera à l'enseignant de faire le choix, hein, c'est sûr. Donc, Marie-Caroline. Respect de la liberté pédagogique de l'enseignant, tout à fait. Mais il y a aussi la question du financement, c'est-à-dire comment accéder à ces outils. Et c'est là que le ministère de l'Éducation nationale intervient, donc pour recommander des outils, améliorer leur qualité, le lien avec la recherche, leur qualité pédagogique. Et donc pour donner comment un exemple on reçoit très d'ailleurs concret, ce tampon de l'Éducation nationale pour dire cet outil, on l'accepte au sein des écoles françaises? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de tampon en tant que tel, mais il y a ce qu'on appelle des marchés publics, qui permettent à la fois de rémunérer des ressources EdTech qui vont être mis à disposition gratuitement des enseignants. Je vous donne un exemple très concret. Nous lançons un marché public assez conséquent de 25 millions d'euros pour acquérir des ressources EdTech. Ce marché se clôt le 1er octobre et qui vont être déployés dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire numérique pour l'éducation, qui est lancée par le ministère de l'Éducation nationale avec le secrétariat général pour l'investissement, pardonnez-moi pour ce cadre, mais c'est important de le savoir, dans plusieurs départements en France. Et là, très concrètement, on va sélectionner un certain nombre de EdTech et on va les mettre à disposition des enseignants avec, ce qui est très nouveau, une formation pour chaque ressource sélectionnée. Voilà le processus que j'ai esquissé à grands traits, mais c'est pour répondre très concrètement à votre question. Et ça, c'est maintenant, et c'est un investissement très important de l'État dans l'éducation numérique. On ne le dit pas assez. Donc, je me permets de le souligner. J'en profite, Marie-Caroline Missière, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. La pratique des outils numériques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de sur-mesure sur ces outils numériques. L'enfant apprend à son rythme, etc. Ce qui va un peu à l'encontre aujourd'hui de ce qui se passe dans les écoles françaises, c'est-à-dire qu'il y a un programme, le professeur doit suivre son programme, il n'a pas forcément le temps d'aller voir tous les élèves un par un, etc. Comment, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, comment faire pour que ces deux mondes se rencontrent, c'est-à-dire un monde des outils numériques peut-être plus sur mesure, et puis un professeur qui a 30 élèves devant lui en classe et qui ne peut pas forcément aller les voir un par un. Je ne pense pas que les outils fassent du sur-mesure. Non, d'accord. Non, je pense que si vous voulez, les auteurs avec qui on développe nos produits suivent une progressivité, suivent bien sûr le programme de l'Éducation nationale. Donc on peut avoir du sur-mesure sur la différenciation. C'est-à-dire qu'on peut gérer des niveaux, on peut gérer, vous voyez, la difficulté d'un enfant par rapport à un autre. Il y a une question de rythme quand même. De rythme d'apprentissage. Ah oui, c'est là que vous voulez dire du sur-mesure. Voilà. D'accord, oui, mais il ne se fait pas son propre apprentissage. Oui, c'est ça que je veux oui, dire. oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'en effet, il peut... ça permet à l'enseignant de le faire aller à son rythme. Il n'y a pas de paradoxe.
Non, et je pense que si on observe un peu ce qui se passe dans le monde, notamment en Chine, qui draine les plus gros investissements EdTech mondiaux, dans des proportions assez phénoménales par rapport à ce qu'on connaît en Europe et en France, la plus grosse levée de l'année en Chine, c'est justement une entreprise de tutorat en ligne, Yuan Fudao, voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Et donc, voilà, ça montre qu'il y a une tendance sur un intérêt pour la personnalisation des apprentissages que permet aussi l'intelligence artificielle. Voilà un peu les tendances de la tech au niveau mondial. Et vu la hauteur de l'investissement, je vais quand même vous le donner, Oui. c'est quand même 3,5 milliards de dollars en 2020. Donc on est quand même sur une tendance forte. Et puis j'insiste, si la Chine draine la majorité des investissements, c'est aussi une question pour nous de souveraineté en Europe, en France, qui est très, très, très importante. Et il faut aussi qu'on prenne ce tournant en ayant bien ça en tête. Il y a un enjeu de souveraineté, évidemment, quand on parle du numérique. Bertrand de la Ville-Georges. Oui, je pense aussi à une autre composante importante, c'est les parents. Donc là, vous en parliez tous les deux d'ailleurs. Il y a un lien très fort. Il faut impliquer les parents dans, voilà. dans et tout ça s'est révélé avec la crise sanitaire. Et on se rend compte que les outils numériques permettent aussi de faire le lien entre l'enseignant et la famille. Par un cahier de texte numérique, par des exercices qui sont faits en classe et puis qui vont être reproposés à l'enfant en se reconnectant directement le soir parce qu'il l'a eu dans son cahier de texte numérique. Et ça, c'est important pour que, je pense que la famille, qui est quand même une valeur fondamentale, puisse s'impliquer dans la pédagogie et travailler avec l'enseignant. Et l'outil numérique est vraiment bon pour ça. Je voulais revenir sur, on en a un peu parlé tout à l'heure, Marie-Caroline Missire, comment garantir alors aujourd'hui l'éducation pour tous, le numérique pour tous, comment garantir ça ? Alors il y a un sujet, je pense, d'infrastructure. Il y a encore des zones où on n'est pas suffisamment équipé, mais au sens de l'infrastructure, donc du Wi-Fi, de l'accès à la connectivité. Donc ça, c'est un premier enjeu. Est-ce qu'il y a des choses qui dépendent de l'État, des collectivités ? Absolument. Il faut faire travailler tout on est ce sur un ensemble. système de financement assez complexe. On ne va pas le détailler ici, mais comme vous le dites, l'infrastructure, c'est plutôt du rôle de l'État. L'achat d'équipements a été décentralisé, donc pour les mairies, pour l'école primaire, les collèges, pour les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Et puis au ministère de l'Éducation nationale, tout le volet pédagogique, donc les ressources, la formation, etc. Donc effectivement, moi je considère que la crise et tout ce qu'on a vécu tous ensemble, y compris avec la filière EdTech pendant cette période, avec les enseignants et les parents, ça a accéléré le fait de travailler ensemble, de travailler mieux ensemble. Ce dispositif dont je vous parlais, Territoire numérique pour l'éducation, en est une bonne illustration parce qu'il y a un volet formation des parents aussi. Donc c'est un élément très intéressant et très important et qu'on doit maintenant un petit peu peut-être adapter les modes de gouvernance du numérique éducatif, les repenser. Et c'est tout le chantier, vous savez, des états généraux du numérique qui sont tenus... il y aura bientôt 1 an, c'était en novembre dernier, et où tous les acteurs étaient réunis pour se projeter dans l'avenir, répondre à la question que vous venez de poser, dont je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est un enjeu majeur et c'est très très important qu'on puisse regarder sereinement l'avenir, former nos enfants avec une grande exigence et avec toujours ce souci aussi de souveraineté dont je parlais tout à l'heure qui me paraît très important. On n'a peut-être pas toutes les réponses, en tout cas on se pose les bonnes questions. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smart Tech. Bertrand de la Ville-Georges, je rappelle, vous êtes président directeur général des éditions Jocatop. Marie-Caroline Missire, directrice générale du réseau Canopé. Merci beaucoup. On marque une courte pause, nous, et puis on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Launchpad.